Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 principes d'analyse technique qui, s'ils ne sont pas maîtrisés aujourd'hui, pourraient sérieusement impacter vos performances en trading. On va voir comment éviter les erreurs les plus courantes et surtout perfectionner vos compétences techniques qui, je le suis sûr, après cette vidéo sera complètement décuplée. Et bien sûr, restez jusqu'à la fin car aujourd'hui, encore trop de traders utilisent aléatoirement les concepts techniques. Bien. C'est parti. Le premier concept de cette vidéo, la théorie des zones dynamiques. L'analyse technique ne repose pas sur un prix fixe, mais sur des zones de prix. Il faut d'abord comprendre que tous les intervenants ont des vitesses de lecture et de réaction différentes et un prix fixe peut servir potentiellement de repère, mais il est souvent une illusion. Et les marchés fonctionnent par des zones d'intérêt où les traders se regroupent pour agir en simultané. Bien, on se retrouve directement sur un schéma sur mon graphique qui va vous expliquer pourquoi les zones sont largement plus intéressantes que les prix fixes. Alors premièrement, il faut comprendre que ça va dépendre de la vitesse de lecture et de réaction des différents intervenants et des différents acteurs sur les marchés. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a du volume, qui peut potentiellement faire basculer la balance acheteur-vendeur, va potentiellement rentrer sur les marchés. Par exemple, ici, la première vague vendeur. Même avec énormément de poids sur les marchés, peut-être que le marché ne va pas se retourner directement. Donc certes, le prix fixe ici est intéressant, mais ce n'est pas une confirmation nécessaire, une confirmation suffisante pour nous rentrer en position. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre plus de confirmation. Et il faut comprendre que ce que j'ai noté ici, l'information n'est pas pareille pour nous et pour le privé. Et les gens qui ont des informations plus rapidement que nous peuvent prendre position plus rapidement que nous. Et donc, même si un prix est intéressant, ça sera toujours une zone de prix parce que la vitesse de réaction est différente. Par exemple, ici, comme j'ai dit, la première vague, ça va être, on va dire, le privé. Le deuxième, par exemple, ici, ça va être les institutions avec potentiellement moins d'informations et il va commencer à y avoir tout ce qui va être indépendant, donc aussi des fonds d'investissement indépendants. Et donc, en fait, vous allez le voir, mais un prix qui est potentiellement fixe et intéressant va se retrouver généralement à être schématisé en zone. Par exemple, ici, on a une vitesse de réaction sur les 104, ici également sur les 104, mais à un prix différent. Et donc, même si le premier mouvement est donc le premier prix qui était censé être le plus important, par exemple en termes d'échange, en termes de puissance sur les marchés pour pouvoir retourner le marché, peut-être que ce prix est intéressant, peut-être que d'autres personnes vont réagir à ce moment-là et peut-être que d'autres personnes vont réagir à ce moment-là. C'est ce que j'appelle la vitesse de lecture. Peut-être qu'une partie ont réussi à lire le marché et ont trouvé une analyse intéressante à la baisse et sont entrés ici, peut-être d'autres ici et peut-être d'autres ici et pareil ici. Et donc ce qui va faire que cette zone est très intéressante, mais comme les intervenants et les différents acteurs du marché ont une vitesse de lecture différente et bien sûr une réaction, ça peut être par rapport aussi au time zone parce que bon, chaque trader, chaque institution n'a pas le même temps de réaction en fonction du time zone, en fonction de l'horaire que vous allez trader et comme le marché surtout du forex est ouvert, on va dire 24 heures sur 24, tu comprends pourquoi la vitesse de lecture et de réaction est différente selon les acteurs du marché. Et donc c'est pourquoi c'est toujours intéressant de tracer des zones et pas des prix fixes parce que la vitesse de réaction et la vitesse de lecture est différente et c'est pourquoi moi je trace toujours des zones psychologiques et tu peux le voir ici. Donc la zone schématisée ici représente le mouvement où le marché ou les acteurs ou les autres intervenants ne veulent pas laisser évoluer le marché à la hausse. Et donc pourquoi je vous ai expliqué ça? Simplement, par exemple, on va prendre le cas d'un trade management, tu prends une position par exemple à la vente, tu vois le marché repartir à la baisse, ensuite repartir à la hausse et repartir, tu vas dire ok, bah ici il y a une zone très intéressante et je vais placer potentiellement mon stop loss ici. Alors que non, pourquoi non? Parce que n'oublie pas, le marché est défini sur des zones de prix et non sur un prix fixe. Et donc les personnes qui vont placer un stop loss là, ils vont se dire ok, bah le marché comme il s'est arrêté là, je vais forcément placer mon stop loss ici. Alors que pas du tout. Pourquoi? Parce que si on prend une vision plus globale, on pourrait se dire que ok, ici c'est les premiers intervenants qui sont entrés, la première vague qu'on peut retrouver ici. Et si par exemple les vendeurs se seraient dit la même chose avec un stop loss là, bah tout simplement au troisième pic qui se serait fait sortir. Parce que tout simplement, encore une fois, n'oubliez pas la vitesse de lecture et de réaction des différents intervenants est différente. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire quand on est un trader technique intelligent? Toujours tracer une zone. Alors c'est facile quand le marché a déjà présenté, on va dire, un historique. Par exemple ici, on a juste à placer, on va dire, le bas de notre zone de cette façon et le haut de cette façon. Voilà. Et là, oui, tu pourras potentiellement tracer un stop loss juste au-dessus pour laisser de la marge parce que potentiellement, le marché pourrait revenir de cette façon et repartir à la baisse. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, les positions vendeuses ou même les acteurs qui souhaitaient partir à la vente n'étaient pas assez nombreux et donc le mouvement n'était pas assez puissant et le marché peut revenir sur cette zone pour rechercher des positions vendeuses et là, on va dire avoir beaucoup de vendeurs positionnés pour aller directement chercher une impulsion baissière et continuer donc et créer une tendance baissière. Et donc pour toutes les personnes qui vont trader et qui vont placer des ordres stop loss sur un trade management ou sur une position proche d'un point, en fait c'est tout simplement ne pas respecter la vitesse de lecture, de réaction des différents intervenants. Et ça tu dois toujours le mettre dans ton plan de trading, peu importe la stratégie. Et c'est pourquoi moi dans toutes mes stratégies je m'imagine une zone de prix psychologique où ok, peut-être ici la première vague est rentrée, mais peut-être qu'il y a de nouveaux vendeurs qui vont vouloir rentrer et donc j'imagine une zone et je ne vais jamais placer un stop
loss ici. Je vais schématiser une zone de prix et je vais mettre un stop loss au-dessus pour laisser encore une fois aux intervenants qui n'ont pas eu la réaction nécessaire pouvoir se positionner sur les marchés sans me faire sortir du marché parce que j'ai été trop gourmand. Si de base tu as un ratio donc de 3,95, c'est pas grave. Si tu le mets ici, tu auras un ratio de 2,65. Certes, tu vas perdre du ratio, mais en termes de win rate, en termes de chance de gagner ton trade, ça va largement augmenter tes probabilités de ne pas te faire sortir. Pourquoi? Parce que ça laisse tout simplement de la marge à ton opportunité. Et si des vendeurs veulent se repositionner à la vente, alors ils ont de la marge tout simplement parce que le marché peut revenir dans cette zone et ensuite repartir à la baisse. Et ça, c'est une des premières leçons que tu dois comprendre de cette vidéo, c'est que la vitesse, et je le répète, de lecture et de réaction des différents intervenants est schématisée sur tes graphiques et matérialisée sur ton analyse technique. Et donc, tu n'as pas besoin de réinventer la roue, tu n'as pas besoin de faire des analyses complexes, tout est sur tes graphiques et l'analyse technique te donne toutes les clés pour comprendre ce qu'il se passe. Donc, les zones de prix vont toujours être favorisées et vous allez oublier les prix fixes en trading. Et ça peut être dans n'importe quelle situation. Là, on a pris une position par exemple à la vente, mais ça peut être aussi à l'achat. Ça peut être comment placer son take profit. Je vais vous donner un exemple. Je vais tracer un take profit ici parce que c'est le dernier plus bas du marché. Donc, c'est ce que je suppose, ok. Mais vous devez comprendre encore une fois que le marché et surtout, on va dire les différents acteurs du marché ont tous une vitesse de lecture et de réaction différente. Et ce qui va dire que potentiellement, on n'est pas sûr que ce prix est le meilleur. Donc, vous allez toujours encore une fois placer des zones parce que combien de fois des personnes se font sortir avant l'atteinte de leur take profit parce qu'on ne sait jamais où le prix va réagir, mais on connaît les zones d'intervention des différents acteurs. Comment? Simplement en apprenant l'analyse technique et en apprenant, on va dire, la psychologie des autres intervenants. Et donc, toujours, même pour un take profit, vous allez placer une zone parce que tu ne sais pas, on va dire, quel intervenant a placé son ordre de clôture de position à tel endroit ou à tel prix. Donc, personnellement, c'est toujours mieux de placer une zone de prix. Si le marché court ici à la baisse, vient toucher et repart, on sait que premièrement, on a une première vague de clôture, par exemple, des personnes, des acteurs qui étaient en position vendeuse. Donc, comme je l'ai marqué ici, première vague de vendeurs. Première vague de vendeurs qui ont clôturé leur position. Par exemple, tu vas avoir un retracement. Pourquoi? Par exemple, parce que les acheteurs ne sont pas assez puissants pour faire retourner le prix à la hausse. Et donc, le marché vient rechercher encore une fois la zone de prix, cette fois-ci un peu plus bas, et repartir. Et donc là, c'est très intéressant parce qu'on sait qu'une deuxième partie, une deuxième vague des vendeurs qui ont clôturé leur position, qui avaient pris une position, bien sûr, à la vente ici, clôturent leur position. Et donc, la psychologie des autres intervenants, et sur la lecture qu'on va avoir sur notre graphique, on peut se dire quelque chose. On a une première clôture, on a eu un deuxième rejet, je trace une zone de prix, je sais que sur cette zone de prix, les vendeurs aiment clôturer leur profit et donc je vais commencer à sécuriser ma position, je vais commencer à faire du trade management. Et pour ceux qui connaissent les bases de l'analyse technique, ce genre de schéma ressemble tout simplement à un double bottom. Double bottom, c'est quoi? C'est un double creux avec une première sortie des positions vendeuses et une deuxième sortie des positions vendeuses. Et on commence à voir des acheteurs de plus en plus puissants et les acheteurs simplement domineront, on va dire, le mouvement en cours, le momentum court terme à partir du moment où le marché cassera ce haut. Pourquoi? Parce qu'on aura simplement un haut plus haut que le précédent et pour définir une nouvelle tendance haussière, bien sûr, on attendra un point bas plus haut que le précédent. Voilà, j'espère que vous avez compris ce premier concept et n'oubliez pas, vraiment, ça peut être appliqué à n'importe quelle zone, que ce soit sur un haut de marché, sur une résistance, sur un support, sur du trade management, sur des zones psychologiques ou même sur un take profit. Je vous conseille de toujours tracer des zones parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, la première leçon que vous allez retenir, et je vous invite à marquer ça sur une petite feuille, la vitesse de lecture et de réaction des différents acteurs sur les marchés est bien différent en fonction de pas mal de paramètres. Et donc, tout définir sur des prix fixes, que ce soit un stop loss, que ce soit un take profit, que ce soit un trade management, que ce soit l'identification de zones dangereuses pour ensuite manager son trade, tout va être fait via des zones par rapport aux différentes réactions qu'ont les acteurs du marché. Et non, n'ayez pas cet ego de dire « Ok, le marché a préparé un plus haut ». Ce n'est que pour moi, il n'y a que moi qui l'ai vu et je vais donc placer un stop loss là. Ok, non, le marché, si la force vendeuse n'est pas assez suffisante, ils vont aller rechercher quelque part sur ce prix, on ne sait jamais fixe, on ne sait jamais où c'est, peut te faire sortir et repartir à la baisse. Mais si tu sais que intelligemment, que la majorité des acteurs agissent sur des créneaux différents, alors potentiellement tu sais que ça va être une zone de prix et tu sais que tu vas mettre un stop loss plus large pour couvrir, on va dire, cette zone de prix. Deuxième concept de cette vidéo, les intérêts techniques des autres intervenants laissent des empreintes sur le marché. Et vous allez le voir, mais ignorer ces empreintes, c'est se priver d'une lecture complète du marché et en intégrant ces traces dans ton trade management, tu peux alors anticiper les zones d'action ou les autres traders vont réagir et surtout structurer une stratégie efficace de sortie ou d'entrée. Et on se retrouve derrière mes graphiques pour le deuxième concept et celui-ci est vraiment important, même si vous n'appliquez pas ce que je vais vous présenter, vous allez voir que ça peut vous servir soit pour votre trade management ou pour sortir d'une position au meilleur moment possible sur les marchés, si bien sûr tu utilises l'analyse technique et peu importe encore une fois la méthode. Écoute bien, tu vas comprendre que les intérêts techniques vont être ce qui va définir généralement ce qu'il va se passer sur les marchés, c'est-à-dire les continuations de tendance ou
bien tout simplement les retournements de marché. Et moi, ce que j'ai appris sur mes 8 ans d'analyse technique, c'est que l'analyse technique laisse des traces et donc on peut se servir de cette analyse technique-là pour éviter de perdre énormément de profit sur une position en cours ou tout simplement pour éviter que le marché se retourne devant nous sans qu'on puisse tout simplement manager notre trade et perdre de l'argent inutilement. Comprends bien que tout ce que tu vas avoir sur les marchés, toute l'analyse technique et les figures populaires ou même tout simplement les structures psychologiques vont avoir un impact sur ton trade management, même si tu ne les utilises pas dans ton trading. Allez, écoute bien. Alors premièrement, quand tu vas voir l'apparition d'une figure, d'une structure de marché qui va être intéressante, on va dire visuellement, peut-être que tu ne vas pas la trader, mais au moins prends en compte l'objectif théorique ou même où vont placer le stop loss sur ces mêmes figures. Je m'explique. Si aujourd'hui par exemple tu prends une position ici, beaucoup de personnes prennent une position au début d'une tendance haussière. Si aujourd'hui tu prends une position ici, que le marché évolue à la hausse et que tu décides et que tu as peur et que tu te dis ok, je vais couper ma position parce que par exemple ici, le marché commence à baisser. Malheureusement, beaucoup de débutants font cette erreur. Mais les traders formés, les traders qui comprennent tous les panels graphiques de l'analyse technique ne vont pas sortir. Pourquoi? Parce que par exemple, ça tombe, c'est une opportunité en 4 heures. Tu vois l'apparition ici d'un double top, donc une figure de retournement. Et peut-être que cette structure-là n'est pas vraiment si dangereuse pour ton opportunité, malgré que toi, tu penses que ton opportunité va se retourner. Pourquoi? Premièrement, chaque figure chartiste a tout simplement son objectif théorique propre à lui-même. C'est-à-dire ici, un double top, c'est tout simplement relier la taille des deux sommets, arriver jusqu'à la ligne de coup et tout simplement dupliquer jusqu'à l'objectif théorique. Et donc, qu'est-ce que ça nous laisse dire? Simplement, même si j'ai l'apparition d'un double top, je vais prendre la taille du double top, je vais dupliquer en dessous de sa ligne de coup et je vais regarder si cette figure est dangereuse pour mon opportunité, si cette opportunité est dangereuse pour mon trade management. Tu dupliques, tu arrives ici, objectif théorique, toi tu es rentré ici et par exemple, tu as un target qui se trouve beaucoup plus haut. La réponse, la figure double top n'est pas dangereuse pour ton opportunité parce que même si le marché ici complète son objectif, donc vient toucher l'objectif du double top et qu'il repart ensuite à la hausse, cela n'aura pas eu d'impact sur ton opportunité à la hausse. Certes, tu auras perdu un peu de profit latent pendant cette phase, mais la figure là n'annonce pas tout simplement un énorme retournement qui aurait pu faire par exemple soit toucher ton point d'entrée qui correspond donc à break-even ou par exemple ton stop loss qui lui se situe bien plus bas. Donc comprends que les figures que tu vas voir sur tes graphiques, en fonction de leur forme, en fonction aussi de leur taille, vont t'indiquer si ton trade management peut être modifié ou alors il est peut-être temps de manager ton opportunité, de faire du trade management parce que ok, la figure est grande, la figure est puissante et donc on va peut-être commencer à manager son trade pour pas se faire sortir inutilement alors qu'on avait vu tout simplement l'apparition de cette figure. On continue. Donc on arrive sur cette opportunité là, position longue, on rentre en position ici, on met un stop loss et par exemple on va mettre un take profit tout en haut. On rentre en position, on évolue, le marché commence à faire des points hauts au même niveau, donc ici point haut au même niveau et on commence à avoir des points bas de plus en plus haut. Ok, qu'est-ce que ça peut servir? À quoi peut nous dire cette figure, même si tu ne traites pas le chartisme? Simplement, on appelle ça donc un triangle ascendant. Un triangle ascendant, c'est une figure de continuation à la hausse. Ça annonce que le marché est en train de dessiner une figure qui rassemble plus en plus d'acheteurs et baisse le niveau de plus en plus de vendeurs. Et donc ça peut être intéressant, pourquoi? Parce que tu peux t'en servir pour ton trade management, soit premièrement pour sécuriser. Tu peux commencer à aller chercher des stop loss par exemple en dessous de ces zones. Donc tu peux placer un stop loss ici, un stop loss ici ou alors un stop loss ici, ça peut être très intéressant. Ou si tu pratiques ce concept de renforcer une position, alors tu peux dire ok, j'ai une figure de continuation, ça annonce que le marché va continuer à la hausse, j'ai pas mal d'expositions disponibles sur mon trading, sur mon portefeuille, alors potentiellement je vais rajouter par exemple 0,5% de mon capital sur cette opportunité, ça peut être intéressant. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas schématiser ici une droite et pourquoi pas aller reprendre une position juste au-dessus, prise de position, un stop loss qui invalide le triangle ascendant et tu vas mettre par exemple un renforcement ici et tu vas avoir deux positions. Pourquoi? Parce que tu as eu une figure qui t'annonçait que le marché avait plus de probabilité de partir à la hausse que de retourner à la baisse, comme nous l'indiquait tout simplement le double top précédemment. Et comprends en fait que toutes les figures que tu vas avoir sur tes graphiques, même si tu ne les traites pas, vont avoir tout simplement un effet positif ou négatif sur ton trade management et tu vas pouvoir les prendre en compte. Et tu vas le voir, on va passer tout simplement au troisième exemple. Donc ici, c'est ce qu'on appelle l'épaule tête épaule. Et donc contrairement à ici où on avait un double top qui annonçait certes un retournement de marché à la baisse, mais en fonction de la taille des têtes et en fonction de la taille de la ligne de coup, on va dire le retournement, le signal de retournement n'était pas important. Donc imaginez encore une fois toutes les personnes qui se sont positionnées par exemple à l'achat comme on avait vu précédemment, donc ici, ou alors par exemple ici, et qui sont toujours en position à l'achat et qui voient l'apparition de cette épaule tête épaule. Et donc là, oui, on pourrait se dire, ah ouais, l'épaule tête épaule est costaud. Et comment on définit l'objectif théorique d'une épaule tête épaule? Simplement, tu prends la taille de la tête, tu arrives jusqu'à la ligne de coup et tu dupliques. Et ça arrive tout simplement ici. Donc là, oui, si tu es en position ici et en position ici et que tu as un profil latent très intéressant,
tu ne peux pas te permettre de risquer que le marché revienne sur ton objectif théorique et retenter ensuite que le marché parte à la hausse. En fait, tu vas perdre trop de profit latent. Par exemple, ici, si tu étais en ratio latent de gain de 1, ici par exemple de 2 et par exemple ici de 3, bon, tu peux pas te permettre de reperdre un ratio latent de 1 et donc ça serait beaucoup mieux de venir sécuriser ta position. Sécuriser où ta position? À l'endroit où ça valide cette même figure. Et donc ici, un épaule tête épaule se valide uniquement après la clôture de la bougie de sa ligne de coup. Et donc ici, pourquoi? Encore une fois, n'oubliez pas le premier concept, mais vous allez toujours tracer une zone. Donc ici, vous allez tirer une zone de prix et vous allez relier par exemple tous les points, voilà, et vous allez placer un stop loss en dessous. Pourquoi? Encore une fois, je le rappelle, mais par rapport au premier concept, si le marché revient ici une fois, peut-être que c'est la première vague, et le marché peut revenir ici 2 fois. Et donc les personnes qui pensaient que la ligne de coup était un prix fixe se font sortir tout simplement inutilement, alors qu'ils étaient en position à l'achat ici, et le marché peut très bien repartir à la hausse. Pourquoi? Parce que la vitesse de réaction des différents intervenants se fait souvent en décalé sur les marchés. Bien sûr, ces figures ne servent pas simplement, on va dire, à déplacer des stop loss pour réduire l'argent ou les positions en cours où on va perdre potentiellement du profit latent. Non, on va aussi se servir des objectifs théoriques. Quand le marché ici va refaire, on va dire, son retracement, n'aie pas peur, ok? Tu savais que tu avais un triangle ascendant ici, tu vas prendre la taille du premier pic jusqu'en bas, tu vas dupliquer, tu vas arriver juste ici, et si tu vois l'apparition d'un retracement, te dis pas, ah ok, le marché va se retourner, ah ok, le marché va détruire tout mon profit, et le marché va se retourner, ok, ici tu es toujours acheteur. Pourquoi? Tu as des hauts ici de plus en plus haut, et tu as un bas plus haut que les précédents. Tu es toujours en tendance haussière. C'est simplement une prise de profit des acheteurs qui, eux, tradaient le triangle ascendant. Donc n'aie pas peur. Tu dois toujours schématiser ces figures pour comprendre ce qu'il se passe sur les marchés. Et si aujourd'hui, tu ne traces pas ces structures, ou même les structures en général qui représentent beaucoup sur l'analyse technique et qui représentent un gros mouvement et qui est souvent, on va dire, respecté par les autres intervenants, alors oui, tu gâches soit le placement de tes stop loss ou soit la prise de tes profits ou comment tu vas sécuriser ta position. Bien sûr, plus les figures sont visibles, plus les figures ont de l'impact techniquement, plus il faudra les prendre en compte. Moins les figures seront, on va dire, notables dans la façon dont ils sont structurés, moins vous allez les prendre en compte. Ok? Et c'est pareil ici pour le dernier exemple sur la consolidation. Ici, on voit la schématisation d'une consolidation. Tu prends la taille de la consolidation, et bien tout simplement, tu vas tracer un objectif théorique. Même si tu ne traites pas, même si tu ne traces pas de TP, même si tu ne clôtures pas partiellement ici, tu vas quand même tracer ton objectif théorique pour voir si le marché réagit à cette zone. Et si le marché réagit à cette zone, dans ta compréhension de l'analyse technique, tu peux dire, ok, bah les personnes qui tradaient ici cette consolidation ont pris leur profit et je vais voir ce qui va se passer après. Ok, c'est comme ça que fonctionne l'analyse technique. L'analyse technique laisse des traces et tous les intervenants et tous les acteurs du marché laissent des traces. Et donc, c'est très intéressant de comprendre un maximum ce qu'il se passe et surtout, on va dire pour définir des stop loss très bien placés, comme on l'a vu par exemple ici, schématiser une zone avec un stop loss en dessous, soit ici laisser respirer le marché parce que le double top et la figure n'est pas assez grande pour impacter notre opportunité où on avait pris position ici. Donc, n'oublie pas, une figure de retournement petite ne mérite pas dans les 3/4 du temps que tu dois t'en occuper et surtout commencer à placer un stop loss ici parce que le marché peut très bien toucher son objectif théorique et repartir à la hausse. Par contre, oui, si tu avais l'apparition d'un double top de cette envergure, alors là oui, tu sais que par exemple ton stop loss est ici, si tu dupliques ici, on est proche du BO, on est proche du stop loss, donc là oui c'est important et donc là oui c'est dangereux pour ton opportunité techniquement et c'est comme ça que tu dois prendre en compte les différentes figures, que ce soit les figures de retournement mais aussi les figures de continuation pour placer des stop loss par exemple en dessous des points bas ou alors tout simplement repérer les prises de profit de ces mêmes figures pour prendre en compte dans ton analyse technique. Troisième concept de cette vidéo, les lignes de tendance sont une arnaque populaire en analyse technique. Et oui, une ligne de tendance ne représente pas un prix fixe et sans interprétation contextuelle, elle devient alors une simple coïncidence graphique. Allez, on se retrouve donc derrière mes écrans pour voir tout simplement donc le troisième concept. Et avant de parler du réel problème des lignes de tendance, on va voir donc premièrement comment les tracer efficacement parce que oui, aujourd'hui, 95% des personnes sur Internet ou même des vidéos sur Internet ne parlent pas de comment tracer réellement une ligne de tendance à haute probabilité ou même quelque chose de cohérent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de débutants tracent une ligne de tendance dès qu'ils voient par exemple une succession de points bas comme ceci et vont tracer une ligne de tendance pour arranger leur vision. Mais on va dire ce genre de choses est plutôt une coïncidence plutôt qu'une vraie ligne de tendance. Et vous allez voir pourquoi. Si aujourd'hui, à chaque point bas successif, je trace une ligne de tendance, alors tout simplement, vous allez avoir des lignes de tendance partout sur vos graphiques. Et oui, c'est encore une fois le problème de la majorité des gens. Alors, comment définir une ligne de tendance? Simplement, une ligne de tendance, déjà, ça sert à quoi? À maintenir, à schématiser une tendance. Bien sûr, ce n'est pas une stratégie de trading en elle-même, mais tout simplement, ça peut être intéressant pour schématiser une tendance haussière ou baissière et voir tout simplement pour pouvoir suivre le marché. Maintenant, pour la tracer, quelle est la meilleure ligne de tendance entre la ligne de tendance ici 3, 2, 1
Eh bien, c'est simplement les trois lignes de tendance. Et oui, les trois lignes de tendance ici sur votre graphique sont bonnes. Et vous allez me dire, oui, mais pourquoi Ben, c'est quoi la différence, etc. Vous allez comprendre. De base, la théorie des lignes de tendance, c'est pour schématiser une tendance. Comme tu peux le voir ici, une tendance, c'est quoi? Par exemple, tendance haussière, c'est haut de plus en plus haut et bas de plus en plus haut. Donc pour une tendance haussière, inversement pour une tendance baissière. Et le but, c'est de schématiser cette tendance via une ligne de tendance. Donc ici, potentiellement, si tu traces la ligne de tendance numéro 2 et que tu as quand même des bas de plus en plus haut, en soi, ça reste concret. Cependant, je vais vous expliquer comment définir une bonne ligne et une mauvaise. On va parler donc simplement des éventails de lignes de tendance. Ici, on voit un éventail. Donc on voit une première ligne, on voit une deuxième ligne, une troisième ligne. Qu'est-ce qui les différencie? C'est que la première, pendant toute son évolution, n'a jamais reçu une cassure, on peut le voir ici. La deuxième a reçu une cassure, je l'ai marqué, je l'ai schématisé par le break ici. Et la troisième également a subi un break. Et donc, ces lignes de tendance-là ont moins de probabilité que la ligne de tendance numéro 1. Pourquoi? Parce que simplement ici, on a déjà un break de bas de plus en plus bas et donc un début de tendance baissière. Et ça, c'est très intéressant parce qu'encore une fois, une ligne de tendance, ça sert à schématiser la tendance. Et donc là, effectivement, la tendance, on a un haut plus bas que le précédent. Et donc, on commence à avoir tout doucement un mouvement baissier. Et donc, c'est très intéressant parce que beaucoup font l'erreur de tracer des lignes de tendance là où ça les arrange et ils tracent des lignes de tendance en reliant simplement les points bas bêtement sans comprendre même le concept de base. Mais ici, la ligne de tendance a peut-être 2 fois moins de probabilité que la première parce que celle-ci a toujours respecté sa théorie de dos. Ici, le marché a certes un point bas plus bas que les anciens précédents, mais son dernier précédent, non. Ok, on a un bas plus bas que le précédent et un haut plus bas que le précédent. Et donc, on commence à avoir un changement de tendance, même si la tendance n'a pas encore réellement changé. Et donc, pour faire ça, tu vas tracer ta ligne de tendance. Donc, certes, tu peux compter des impacts dessus. Tu vas compter un impact, tu vas compter 2, 3, 4 impacts. Tu vas dire, ok, ma ligne de tendance, elle est très intéressante, elle est valide. Mais sache que déjà, premièrement, une ligne de tendance précédée par un début d'inversion de tendance a beaucoup moins de probabilité qu'une ligne de tendance qui, elle, n'en a pas reçu, comme par exemple la première. Et celle-ci, c'est encore pire parce que ici, on a déjà un break, on a déjà un changement de tendance. Ici, pareil, le marché fait un point haut plus bas que celui-ci. Et ici, on a un point bas plus bas que le précédent. Et donc pareil, on a aussi une inversion de tendance. Ici aussi, on a une inversion de tendance. Et donc, plus tu vas avoir d'inversion de tendance dans une tendance bien définie, par exemple ici, c'est une tendance haussière. Donc si je supprime tous mes schémas et qu'on regarde et qu'on recule et qu'on identifie la tendance, on est toujours haussier. Pourquoi? Parce qu'on a des bas de plus en plus hauts, si on prend les grands points bas, et on a des hauts de plus en plus hauts. Donc oui, certes, la tendance est haussière, mais toutes les lignes de tendance ne se valent pas. Et comment donc définir, on va dire, une ligne de tendance comme la ligne de tendance numéro 1? C'est très simple. Vous allez vous servir de l'outil replay. Alors pourquoi l'outil replay? Parce que simplement, ça va vous éviter de tracer des lignes de tendance partout et essayer d'optimiser vos lignes de tendance et aussi d'en créer qui n'en existent pas. Et je suis sûr que 90% d'entre vous, 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo tracent des lignes de tendance au hasard et surtout des lignes de tendance qui les arrangent dans leur analyse technique. Et ça, c'est très grave. Très grave, pourquoi? Parce que l'analyse technique, n'oubliez pas, ça doit se rapprocher le plus possible des mathématiques. Et si tu commences à faire des schémas abstraits qui sont uniquement sur ta propre vision et que personne ne voit, alors simplement tu supprimes la prophétie auto-réalisatrice. Et si tu supprimes la prophétie auto-réalisatrice, simplement ce n'est plus de l'analyse technique et l'analyse technique perd tout son sens. Donc tu ne dois jamais tracer une ligne de tendance qui te convient à toi et qui t'arrange, et tu dois toujours tracer la ligne de tendance qui ne t'arrange pas. Par exemple, si tu as un marché comme ceci, ce que tu peux faire, c'est tu mets le mode replay, tu cliques ici, le mode replay se déclenche et qu'est-ce que tu fais? Tu vas tracer la première ligne de tendance que tu vas voir apparaître. Donc là, imaginons, on met l'outil replay. Voilà, le marché évolue, le marché évolue, le marché évolue. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tracer cette ligne de tendance-là. Pourquoi? Parce que le marché n'a pas encore évolué ici. Donc bien sûr, dans mon exemple, le marché n'a pas encore créé cette évolution du marché. Tu vas créer cette ligne de tendance, tu vas voir le marché cassé. Tu vas dire, ok, j'ai déjà une ligne de tendance cassée. Tu peux tracer potentiellement, comme j'ai dit tout à l'heure, une deuxième ligne avec un impact, 2 impacts, 3 impacts, 4 impacts. Mais tu sais pertinemment que ta première ligne de tendance est déjà cassée. Et donc forcément, la deuxième aura moins de probabilité parce que la première qui maintenait, elle, réellement le prix a été tout simplement franchie. Et comment tu peux aussi définir, on va dire, le degré d'une bonne ligne de tendance? C'est aux alentours de 40 à 45 degrés. Si c'est plus haut, on va dire, la tendance va être beaucoup plus dure à contenir à la hausse, c'est-à-dire il va y avoir forcément au bout d'un moment un retracement ou un retournement de marché. On va dire la tendance ne sera pas saine. Plus la ligne de tendance sera simplement inclinée vers le haut et plus la ligne de tendance sera inclinée vers le bas, moins la tendance haussière ou baissière sera forte. Donc c'est pourquoi, encore une fois,
je te conseille entre 40 et 45 degrés et de prendre en majeure partie les premières lignes de tendance et vraiment dans des cas bien précis les deuxièmes lignes de tendance. Et plus sur ton opportunité, tu vas choisir une ligne de tendance qui celle-ci, on va dire, est la dernière, donc la ligne de tendance numéro 3, moins tu auras de probabilité que celle-ci fonctionne. Donc généralement, l'argument des personnes qui vont critiquer les lignes de tendance, ils vont dire, ok oui, bah, ces mecs-là, ils tracent une ligne de tendance avec un impact ici, 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 et ils vont prendre des positions ici, ils vont croire qu'ils vont être rentables sur les marchés. C'est facile de critiquer les lignes de tendance, c'est facile de critiquer ce concept quand bien sûr on ne les maîtrise pas. C'est comme tout, c'est facile de critiquer quelque chose quand on ne connaît pas, on va dire 100% de son utilisation et du principe et du concept de comment aussi l'utiliser, on va dire parfaitement pour que tu aies des bonnes probabilités et pour que ça soit intéressant pour ton analyse technique. Donc personnellement, si tu veux faire quelque chose de propre, quelque chose de structuré, où tu sais que la prophétie auto-réalisatrice va fonctionner, je t'invite toujours à sélectionner donc les lignes de tendance numéro 1 parce que c'est la majorité qui vont voir cette ligne de tendance et pas la minorité. La minorité qui ont raté des opportunités parce que par exemple, ils n'ont pas réussi à rentrer à l'achat ici, ou alors ici, ou alors ici, vont se dire ok, j'ai encore une chance, ligne de tendance numéro 2, je vais prendre des positions ici, ici, ok. Et donc forcément, auront moins de probabilité parce que ceux qui se sont positionnés ici, c'était la vraie tendance haussière et ils ont surfé sur tout le mouvement, ok. Alors que là, bah, tu es déjà bloqué parce que ton plafond est beaucoup plus haut. C'est ce que tu dois comprendre sur les lignes de tendance et surtout, retiens bien l'exemple de l'éventail. Plus tu as de lignes de tendance, plus la ligne de tendance aura simplement moins d'impact. Maintenant, quel est le gros problème des lignes de tendance? C'est simplement que ce n'est pas un prix fixe. Et oui, aujourd'hui sur vos graphiques, tous les prix qu'on peut voir, donc on va les voir de façon horizontale. Ici, on est sur 108, 122. Ici, on est sur 107, 897. Mais on va dire, tous les prix sont horizontales. Ici, une oblique n'est pas un prix. Ok, l'oblique ici ne représente pas un prix. Et donc, quand on parle de price action, quand on parle d'action du prix, de travailler le prix, d'analyse technique, on parle de prix fixe. Et c'est pourquoi, encore une fois, on va dire, les tracés et les schémas types obliques ont largement moins de probabilité de réussir que les structures basées sur des chiffres avec des prix horizontaux. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est des prix fixes, des prix et les obliques ne sont pas un prix. Et donc, pourquoi ne jamais vendre une ligne de tendance sans aucune autre confirmation? Parce qu'encore une fois, ça n'invalide pas un prix. Si par exemple, ici, tu as le break et tu te dis ok bah je vais prendre position à l'achat au break de celui-ci et je vois beaucoup encore même des personnes qui ont des dizaines de milliers d'abonnés, même des centaines de milliers d'abonnés, prendre des positions après la cassure d'une ligne de tendance et disent qu'ils maîtrisent l'analyse technique. Mais non, ok, tu ne peux pas prendre position après la cassure de la ligne de tendance là si tu estimes pouvoir connaître un minimum l'analyse technique. L'analyse technique, c'est des prix, le price action. Et donc tout simplement, qu'est-ce que tu vas faire avant de prendre position sur la cassure d'une ligne de tendance? Tu vas toujours t'arranger qu'il casse un prix intéressant. Et quel est le prix intéressant ici? Il est tout simplement ici, le point bas. Et donc oui, si par contre tu attends la cassure de ce point bas, tu auras simplement un bas plus bas que le précédent. Et donc là, oui, tu auras cassé un prix important. Pourquoi? Parce que les derniers acheteurs qui se sont positionnés ici sur cette ligne de tendance ont placé où? Un stop loss, ils l'ont placé ici. Et donc si le marché part et casse là, on va toucher le stop loss des acheteurs qui ont tout simplement donc acheté le marché ici. Et s'il y avait des acheteurs ici et ici qui manageaient en probabilité leur opportunité, c'est-à-dire tu vas monter ton stop loss à chaque nouveau point haut ou point bas, simplement tu mets un stop loss ici, tu mets un stop loss ici, tu mets un stop loss ici. Donc si tu es en position à l'achat ici, tu te fais sortir ici parce que le marché casse son dernier plus bas, parce que tu places ton stop loss en dessous également, on va dire, de la ligne de tendance, qui est ici. Tu vas t'en servir pour changer aussi ta ligne de tendance, mais plus particulièrement sur les prix ici. Donc tu vas mettre un stop loss là, tu es protégé par la ligne de tendance, protégé par le bas, protégé par le bas, protégé par la ligne de tendance. Et donc tu vas forcément attendre la cassure d'un point bas pour avoir une confirmation d'eau. Parce que n'oubliez pas, un retournement de marché, tu peux l'avoir et tu peux commencer à l'anticiper quand tu vas avoir un bas plus bas que le précédent et un haut plus bas que le précédent. Mais jamais prendre une position que ce soit ici, que ce soit ici et que ce soit sur n'importe quelle cassure de ligne de tendance, tu ne vas jamais te positionner si cela n'a pas cassé un prix fixe. Et tu peux le voir ici, le bas est intéressant, ok, tu peux prendre position, mais tu ne prendras jamais position ici. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cassé le dernier point bas. Et qu'est-ce que j'ai dit précédemment? Sur le premier concept, le marché fonctionne en zone et non en prix fixe. Mais n'oublie pas que ta ligne de tendance est également une zone. Et oui, vous avez eu beaucoup, on va dire, dans votre vie, dans votre carrière de trader d'analyse technique, des zones de prix obliques qui ont été respectées, certes, mais avec une certaine défaillance au niveau des impacts. Par exemple, ici, tu peux avoir l'apparition un impact, deux impacts, trois impacts, quatre impacts, 5, 6. Tu vas avoir des points un peu plus bas. Et c'est pourquoi moi, j'utilise le canal parallèle pour avoir des zones de prix
mais cette fois-ci en ligne de tendance. Et ça vous évite encore une fois de rentrer, tu dis ok, un impact, un impact, un impact, je vais prendre position ici, alors que ça tombe de base, la ligne de tendance que tu as pris était une zone. Et donc au moment où tu vas rentrer en position à la vente ici, le marché va continuer. Pourquoi? Parce que tu as encore cet ego de te dire que le marché fonctionne en prix fixe et non en zone de prix. C'est valable pour les obliques et c'est valable pour les prix horizontaux. Donc toujours bien définir le premier concept de cette vidéo, c'est-à-dire ne jamais définir de prix fixe, mais toujours en zone, que ce soit oblique ou que ce soit de façon horizontale. Et donc, n'oublie pas pour ce troisième concept, comment utiliser réellement les lignes de tendance avec les éventails. Toujours favoriser la première que tu vas tracer avec l'outil replay. Si tu hésites, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, tu as toute une opportunité, on va dire une ligne de tendance ici avec toute une évolution. Simplement, tu vas mettre la barre replay, tu vas tout supprimer et dès que tu traces une première ligne de tendance, tu ne la changes pas et tu regardes comment ça évolue. C'est sûr, si le marché crée pas mal d'historiques et que tu traces des lignes de tendance comme cela t'arrange, c'est normal que cela ne fonctionne pas sur le long terme parce que la prophétie auto-réalisatrice n'est pas valable et donc c'est normal que tu perds avec ce genre de structure que personne et que des autres intervenants ne voient pas simplement sur les marchés. Quatrième concept de cette vidéo, ta mauvaise exécution technique peut être un frais coûteux pour ton trading à long terme. Et oui, les frais dans ton trading ne sont pas qu'une question de courtier ou d'imposition, ils peuvent être la conséquence directe d'une mauvaise analyse technique. Aujourd'hui, je vais t'annoncer que ta mauvaise analyse technique ou alors ton manque de profil bien défini par rapport à ta stratégie peut être une conséquence très grave sur ton trading en général. Beaucoup vous parlent d'un bon courtier, beaucoup vous parlent d'une bonne fiscalité, beaucoup vous parlent de spread intéressant ou alors de swap intéressant, mais peu vous parlent d'avoir un spread d'exécution quasiment nul. Alors qu'est-ce qu'un spread d'exécution? C'est simplement la différence où ta stratégie te dit de prendre position, là où par exemple le backtest te dit de prendre position et qui reflète tout simplement les résultats attendus avec ta stratégie. Et toi, le spread d'exécution, c'est quand tu vas rater une bougie ou alors deux bougies, c'est-à-dire l'écart où de base tu devais prendre position et où tu rentres réellement sur les marchés. Alors pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est très grave si tu le fais dans ton trading depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années? Parce que sur une position, on va dire court terme qui finit en profit, ça n'a aucun effet sur ta psychologie et tu vas le voir. Si par exemple ici, tu prends une position et que cette position, par exemple, elle a un ratio latent de 3,1 et au final, tu rates ce ratio et tu as un ratio de 2 et que tu finis en take profit, ah, tu t'en fous parce que psychologiquement, tu vas te dire « Ok, ma position a quand même fini en take profit, même si j'ai raté l'opportunité, même si j'ai raté la bougie, j'ai quand même gagné de l'argent. » Donc psychologiquement et à court terme, tu ne vas pas t'en rendre compte, mais maintenant, on va faire un exercice simple, le spread d'exécution, tu vas voir. Si aujourd'hui, tu as 2 de ratio ici et si tu prenais cette position, tu étais à 3, donc tu perds 1 de ratio sur cette opportunité, mais en général et en règle générale sur ce que je vois généralement, tu perds entre, donc la moyenne c'est 0, donc moins 0,03 et moins 0,05. Et tu vas voir que sur une opportunité, c'est peut-être, on va dire, transparent, mais sur beaucoup d'opportunités, sur des dizaines ou des centaines, ça peut plomber ton trading sur les bilans mensuels et les bilans surtout annuels. Alors, imaginons ici, tu vas prendre 10 trades, ok? Donc, on va prendre 10 trades en take profit. Et imaginons que sur ces 10 trades, comme on a vu, tu rates la première bougie. On ne parlera jamais de cas de deuxième bougie parce qu'on va prendre, on va dire, un cas assez soft. Si je te fais voir le cas le plus agressif, tu vas ne plus jamais faire cette erreur. Donc, je vais faire ça de façon crescendo. Ok, 10 positions fois 0,5. Donc, moins 0,5 ratio que tu as raté. On est déjà à 5 de ratio risque-récompense. Ok, donc, c'est-à-dire que si tu as fait 10 trades gagnants, mais qu'à chaque fois, sur ces trades gagnants, tu as raté une bougie pour la prise de position et que la moyenne était de 0,5, ok, sur ces 10 trades gagnants, tu as perdu 5 de ratio risque-récompense. Maintenant, on va parler en pourcentage. Si aujourd'hui, tu risques par exemple 1% sur tes graphiques, donc 1% par prise de position par trade que tu vas faire sur les marchés et que par exemple 1% donc est égal tout simplement à 1 de ratio risque-récompense. C'est-à-dire si tu perds 1 de ratio, si tu perds 1%, tu perds un trade. Donc tu comprends que si ici tu as gaspillé 5 de ratio risque-récompense à cause du fait que tu as raté à chaque fois une bougie sur tes opportunités, sur tes 10 trades que tu as pris précédemment qui ont fini en take profit, alors tout simplement tu as perdu 5% de ton capital de trading. Et qu'est-ce qui est grave là-dedans? Donc certes, tes 10 trades gagnants, tu as forcément gagné du profit, que tu as perdu ces 5% ou non, mais dis-toi, la prochaine fois, ça va couvrir une phase de drawdown entière. C'est-à-dire que là, 5% que tu as raté aurait pu couvrir 5 stop loss. Tu prends position sur les marchés, le marché touche ton stop loss fois 5. Ok, ça t'aurait protégé
5 fois de sortie sur un stop loss parce que tout simplement tu as négligé ton point d'entrée. Donc là, bien sûr, on parle de 10 trades dans cet exemple. Mais maintenant, imaginons sur une carrière de trader. Sur une carrière de trader où par exemple tu as 2 ans et que tu te dis ok, je suis un trader rentable, donc voilà, je ne vais pas perfectionner mes entrées et le spread d'exécution, ça ne me fait pas peur, etc. Si on fait ici, on change, on met 10, mais on met 100. Tu fais 100 fois 0,5, on est à 50 de ratio risque-récompense. Et si on est à 50%, ok. Je vous rappelle que 50% sur une année pour un trader est une performance vraiment, vraiment incroyable. Et là, tu craches sur 50%. Et donc, tu craches sur quoi? Sur 50 stop loss. 50 SL que tu aurais pu rembourser ou amortir parce que tout simplement, tu n'as pas pris position à la bougie exacte de ton opportunité et où ta stratégie te disait de prendre position. Et toi, tout simplement, tu es arrivé en retard. Donc, il y a plein de scénarios possibles, hein. Tu es peut-être arrivé en retard parce que tout simplement, ton profil de trader ne correspond pas à ta stratégie. Si par exemple, toi, tu as un profil de base swing trader et que tu fais du day trading, c'est normal que tu rates des bougies. C'est normal que tu rates les entrées et que tu prennes position à la première ou à la deuxième bougie. Donc déjà, si ton profil de trader n'est pas le bon, je t'invite à le changer parce que le spread d'exécution, moi, j'ai déjà vu des traders qui, sur une année complète de janvier à décembre, ont fini donc trader à break-even, c'est-à-dire entre 0 et 5 de ratio risque-récompense, parce que tout simplement leur spread d'exécution était mal géré. Et si ces personnes-là avaient géré le spread d'exécution et avaient tout simplement une bonne prise d'entrée sur chacune de leurs opportunités, ils auraient fini tout simplement l'année avec 40 de ratio risque-récompense et 40% de profit si bien sûr ils avaient risqué 1% pour un ratio. Ok, comprends que c'est vraiment important et c'est quelque chose qui va détruire ton trading, peut-être plus que la fiscalité, peut-être plus que le courtier, les spreads et les swaps. Bien sûr, il n'y a pas que le profil de trader et la bonne stratégie en fonction de tes horaires, mais il y a aussi ton sérieux. Si aujourd'hui tu ne places pas des alertes sur tous tes graphiques, tu prépares tes opportunités bien soigneusement, tu vas rater des opportunités et aussi tu vas rater des prises de position et surtout des bougies qui vont faire créer tout simplement un spread d'exécution et tu vas perdre énormément de valeur, énormément de profit sur tes opportunités sur le long terme. Et comprends que si aujourd'hui tu as un mauvais courtier, si aujourd'hui tu as une mauvaise fiscalité et si aujourd'hui tu as un mauvais, on va dire, spread exécution, ben aujourd'hui tu te mets énormément de bâtons dans les roues. Si par exemple ton courtier te prend énormément de frais, je ne sais pas moi, si tu as un compte à 500 euros et que celui-ci te prend 3 dollars, 3 euros par position, ok, plus les swaps en swing trading, on va dire chaque jour à 23 heures, plus la fiscalité en France qui est à 33%, plus le spread d'exécution qui, à chaque fois que tu rates une bougie, tu perds 0,3, 0,5 de ratio, bah imagine que peut-être que cette année tu vas trader et que tu fais toutes ces erreurs-là parce que tu as soit une mauvaise fiscalité, soit une mauvaise exécution et peut-être que tu es un trader rentable donc sur ta stratégie, peut-être que tous tes graphiques t'ont donné la rentabilité, mais tu finis à break-even, voire même en négatif parce que tu n'as pas un bon spread d'exécution, tu n'as pas une bonne exécution sur les marchés, tu rates des bougies, peut-être que tu n'es pas sérieux dans ton trading, peut-être que tu as une mauvaise fiscalité et peut-être que tu as un mauvais courtier. Donc comprends que cette règle était rapide, donc c'était des informations assez condensées. Alors je t'invite à regarder une nouvelle fois, mais comprends que si tu ne maîtrises pas le spread exécution ou même généralement tous les frais que tu vas avoir dans ton trading, alors même si tu as un trading gagnant, même si tu as une stratégie backtestée, tu vas être gagnant. Le dernier point que je voulais aborder par rapport au spread exécution, c'était la défaillance par rapport, on va dire, au backtesting que tu as de ta stratégie. Quand tu vas faire un backtesting algorithmique de ta stratégie, un backtesting professionnel où tu vas prendre par exemple 500 à 5000 échantillons d'une technique sur les marchés, la répliquer, voir si ça a fonctionné. Résultat égal, tu vas avoir un profit généré, tu vas avoir un drawdown max, tu vas avoir un profit factor, tu vas avoir un ratio de Sharpe et toutes ces métriques-là vont dire si ta stratégie est bonne ou pas. Ok. Maintenant, si tu veux adopter, si on va dire les résultats que tu as eus, ils sont vraiment intéressants et que tu veux répliquer ça, tu vas devoir suivre ta stratégie à la lettre. Parce que bien sûr, si tu as pris 5000 échantillons et qui sont sur une base de, par exemple, l'an 2000 jusqu'à 2025, bah, si tu veux avoir ce genre de résultat qui a déjà eu, on va dire, sur le passé, bah, tu vas devoir répliquer la stratégie à la lettre. Et donc, tu comprends que si tu fais un spread d'exécution et si tu fais une exécution qui n'est pas parfaite, donc similaire au backtest, ça va créer une divergence. Et donc, toi de base qui étais ici en voulant tout simplement emprunter cette voie et suivre, on va dire, la stratégie backtestée qui est très intéressante, au final, avec des spreads d'exécution, tu vas te retrouver ici. Et ici, c'est quoi? C'est des données aléatoires. Ce n'est pas la stratégie que tu utilises. La stratégie que tu utilises, c'est celle que tu as backtestée.
Mais si tu répliques exactement la même avec, on va dire, des mauvaises entrées, ce n'est pas la même stratégie, donc tu auras des résultats différents. Donc si aujourd'hui tu as un backtest de 500 échantillons à 5000 échantillons et que tu veux tout simplement avoir les mêmes résultats ou alors des résultats similaires des 25 dernières années, tu dois avoir la même stratégie, tu dois avoir les mêmes entrées. Et si aujourd'hui tu rates tes entrées, si aujourd'hui tu rates des bougies, tout simplement tu auras des résultats différents. Donc comprends que le spread d'exécution est peut-être pour les débutants compliqué, mais pour un trader professionnel qui souhaite avoir de réels résultats, c'est la seule chose qui va te permettre de gagner énormément de profit. Donc respecte un maximum le spread d'exécution, respecte ton exécution sur les marchés, respecte aussi, on va dire, ta fiscalité, ton courtier, ton spread et ton swap. Cinquième concept de cette vidéo, la clôture partielle est le synonyme de manque de discipline. Et oui, fermer partiellement une position n'est pas une gestion prudente, c'est un manque de discipline. On se retrouve derrière mes graphiques pour voir le dernier concept et on va parler de clôture partielle. Donc imaginons, toi tu es ici, et que tu souhaites avoir les résultats attendus de ton backtest. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout simplement, tu vas répliquer à la lettre près la stratégie que tu as backtestée pour obtenir ces résultats. Jusqu'à là, logique. Mais comprenez que la plupart, ou quasiment la majorité, 99% des gens qui aujourd'hui utilisent les clôtures partielles n'utilisent pas de stratégie backtestée. Et c'est pour ça, tout simplement, qu'ils utilisent les clôtures partielles. Parce qu'ils ont peur que leur opportunité se retourne et ils ont peur d'avoir, on va dire, un sentiment d'impuissance si le marché se retourne et ils perdent des profits. Parce que tout simplement, ils n'ont pas une espérance de gain positif et on appelle ça tout simplement un edge. Si tu n'as pas d'avantage sur les marchés, tu ne peux pas gagner. Et si tu places des clôtures partielles parce que tu as peur que le marché se retourne, alors simplement c'est parce que tu n'as pas de stratégie réellement testée et c'est aussi un manque de discipline. Si aujourd'hui, dans mon cas, tu utilises une stratégie qui a été testée, donc si ici tu prends position et si ici le stop loss est placé de cette façon, donc on voit ici prise de position, on voit ici le stop loss et ici le take profit, je vais certes potentiellement tracer des zones pour m'aider pour faire du trade management, mais si l'évolution du marché franchit ce premier cap, je ne vais pas faire clôture partielle TP1. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que je n'ai pas confiance en mon opportunité et ça voudrait dire que je n'ai pas confiance en ma stratégie. Aujourd'hui, par quel moyen puis-je savoir que sur cette zone bien précise, le marché va se retourner et je me suis dit, ok, c'est très bien, j'ai pris ma clôture partielle, j'ai pris une partie de mes profits, c'est pas grave, je suis sorti mais j'ai gagné de l'argent. Aucune. Ok, le marché est régi par des probabilités et personne ne sait si le marché va continuer à la hausse ou le marché va continuer à la baisse. Seul le backtest que tu as fait en amont, c'est si la pattern que tu utilises au quotidien a une espérance de gain positif et a plus de chances de t'amener à la rentabilité sur les marchés. Mais si aujourd'hui, tu ne sais pas si tu trades une stratégie rentable, sur le long terme, encore une fois, c'est normal que tu places des clôtures partielles, c'est normal que tu prennes des profits au hasard parce que tu as peur que le marché te reprenne tes profits. Tu as peur que le marché te prenne tes profits parce que tu as fait une analyse très poussée, très soutenue et quand le marché te reprend tes profits, tu paniques. C'est normal que tu places des clôtures partielles. Donc si aujourd'hui, tu places des clôtures partielles, donc dans 99% des cas, c'est que tu n'as pas de stratégie testée et qui te montre que la stratégie a été fonctionnelle sur le long terme. Et si aujourd'hui, tu utilises les clôtures partielles, c'est souvent un manque de discipline parce que si aujourd'hui, tu as un take profit, un objectif placé ici, pourquoi tu vas clôturer une partie ici? Laisse ton opportunité évoluer, laisse ta stratégie faire. Tu as bossé sur ta stratégie pendant des mois, des semaines, des années. Pourquoi tu vas clôturer ici alors que tu as testé que ta stratégie avait plus de chances de fermer son trade ici? Explique-moi pourquoi tu fais des clôtures partielles, ok? Aujourd'hui, je vous le dis, si tu trades l'analyse technique à 100%, tu es un trader analyse technique à 100% et que tu fais des clôtures partielles, généralement, 99% du temps, c'est un manque de discipline et simplement, tu ne crois pas en ton opportunité et surtout, tu n'as aucune confiance en ta stratégie. Et comme d'habitude, si on parle d'un seul échantillon, tu t'en fous parce que, ok, tu as fait une clôture partielle, mais comme on a vu sur l'étape précédente, on va toujours parler en échantillon x10 ou alors x100 parce que n'importe qui regarde cette chaîne YouTube ou même qui veut se former dans le trading veut faire soit du trading à long terme ou soit en dégager une grosse source de revenus et donc vous devez être professionnel. Donc sur 100 trades avec des clôtures partielles, si par exemple ta stratégie cette année t'aura apporté, je sais pas, 48% de profit, si tu fais des clôtures partielles, ta stratégie peut potentiellement t'amener à 17% de profit parce qu'à chaque fois que le marché a évolué, tu as clôturé une partie ici et le reste de l'opportunité, par exemple, c'est retourné sur le TP2 ou alors c'est retourné sur le take profit final. Mais même si tu sors ici en clôture, tu n'auras pas le profit attendu. Ok, si de base, tu devais attendre 100% du profit, avec une clôture de base, si tu as clôturé par exemple ici 33% de ta position, tu vas sortir par exemple, je ne sais pas, avec 80 ou 77% du profit total que tu aurais pu avoir sur cette opportunité. Ok, donc
déjà, tu t'es mangé, comme on a vu précédemment, on parlait du spread d'exécution, bah, tu as perdu déjà 20% sur une opportunité. Mais maintenant, si tu perds 20% fois 100, comme on a vu tout simplement ici, bah, tout simplement, tu sais que ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, je ne parle pas de 20% de profit, je parle 20% des 100% de base de la clôture ici. Donc, par exemple, si tu gagnes 100 euros, tu auras gagné 80 euros. Sauf que si tu fais 80 euros fois 100, bah, ça fait énormément d'argent. Voilà. J'espère que tu as compris pourquoi les clôtures partielles sont un manque de discipline. Et si aujourd'hui, tu utilises une stratégie vraiment rentable, tu n'as pas besoin d'avoir peur que ton opportunité se retourne. Et si elle se retourne, c'est juste un manque de probabilité. Et les clôtures partielles ne doivent pas faire partie de ton trading si tu as confiance en ta stratégie et si tu es discipliné. Bien, j'espère que tu as pu assimiler un maximum de connaissances et j'espère que ce cours technique t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir dans l'espace commentaire et j'ai encore des concepts à te partager dans une deuxième vidéo. N'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas de profiter de vos proches, c'est vraiment le plus important. Bon trade à tous et je vous dis ciao.